Maxime Caligaro, bonjour. Vous êtes une plume, auteur notamment de récits sur les couloirs des institutions européennes sur France Inter. Il faut dire que vous savez de quoi vous parlez. Vous avez longtemps travaillé ici au Parlement européen comme assistant parlementaire. Et à l'époque, vous aviez même fondé un collectif littéraire secret. On y reviendra tout à l'heure. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi un caprice des dieux, bien sûr. C'est comme ça que l'on surnomme le Parlement européen, le bâtiment du Parlement européen à Bruxelles qui a la forme de ce fromage et qui sert de décor à votre polar que vous écrivez avec Éric Carder, publié aux éditions Rivage, Les Compromis. Est-ce que l'Europe, c'est aussi haletant et passionnant qu'un livre policier ? On l'espère. Vous me parlez du caprice des dieux. On est à quelques mètres de la première scène du crime, puisque notre députée, Sandrine Berger, est retrouvée morte face contre terre, juste à côté de l'hémicycle. Alors, est-ce que l'Europe est aussi haletante qu'un polar ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous avons pris un polar pour parler d'Europe. C'est Claude Chabrol qui disait que c'est très difficile d'embêter les gens avec du polar, et que lui, il préférait tourner du polar parce qu'on ne peut pas embêter les gens avec du polar. Donc nous, on s'est dit que pour un sujet aussi complexe, peut-être un peu ardu que l'Europe, il fallait au moins une intrigue policière pour prendre le lecteur par la main. Oui, parce qu'on découvre en fait toutes les coulisses du Parlement européen, les relations entre les assistants parlementaires, les conseillers, les députés. Oui, c'était une espèce de taxinomie. On a classé les espèces parlementaires. Vous avez les députés, les assistants, les conseillers. C'est tout un petit monde. C'est un safari qu'on propose aussi un peu dans ce polar. Et ce qui fait qu'on peut intéresser les gens peut-être à ce roman, à ce livre, c'est que c'est pas un livre pour ou contre l'Europe, c'est un livre sur les gens qui vivent autour des institutions, parfois pour l'Europe, parfois contre l'Europe. Il y a de tous les bords politiques dans le roman. Et ce qui est intéressant dans toutes les histoires, c'est les histoires entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, et les femmes et les femmes. Mais voilà, il faut qu'il y ait du conflit. Vous me demandiez si l'Europe était aussi passionnante qu'un polar. J'ai Éric Carder, qui a écrit le livre avec moi, une très belle métaphore. Il dit que l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est un peu comme du théâtre d'avant-garde. L'intrigue a disparu, les personnages sont effacés, tout est très confus. Et donc le grand public n'est pas au rendez-vous. Évidemment, il y a quelques journalistes experts des questions européennes qui viennent un peu comme des critiques de théâtre, viennent voir dans des salles vides des pièces d'avant-garde. Mais le grand public, lui, n'est pas au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que dans une bonne histoire, il y a du conflit. Il faut que les personnages se frottent. Et l'Union européenne s'est faite à l'égard du conflit. Et nous, pour intéresser le lecteur à l'Europe, on a mis du conflit, on a mis un meurtre. Alors, vous mettez en exergue la phrase de Finkielkraut « Personne ne veut mourir pour l'Europe ». En revanche, l'Europe peut tuer. Alors, nous, effectivement, on a lu cette phrase d'Alain Finkielkraut, « Nul n'est prêt à mourir pour l'Europe ». C'était juste après le Brexit, dans un interview au Point. Et on a voulu renverser cette sentence et se poser la question, mais dans quelles conditions est-ce qu'on pourrait tuer pour l'Europe? Donc, je ne vais pas évidemment déflorer l'intrigue, mais l'Union européenne n'est pas une machine mortelle, enfin, je ne le crois pas. Mais en tout cas, il se pourrait qu'on puisse tuer pour l'Europe. En tout cas, c'est dangereux, semble-t-il, de faire de la politique. Il y a bien sûr un commissaire qui mène l'enquête et qui se demande si l'eurodéputée a été assassinée, si elle a des ennemis. Et l'assistant parlementaire répond « Vous savez, commissaire, en politique, on n'a jamais d'amis. Ça peut être trompeur parce que chez les Verts, on se tutoie et on se tape dans le dos. Mais à la première occasion, quelqu'un vous pousse dans l'escalier. » Oui. C'est comme ça, ici, au Parlement européen. Ah, c'est le lot de la politique, c'est le lot des aventures humaines. Vous savez, je pense que dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, même dans une PME, les gens, il y a toujours des problèmes, des conflits. Et dans toutes les structures humaines, il y a du conflit. Il y a des interactions entre des personnages, et c'est ce qu'on a essayé de rendre. L'Europe n'est pas différente des autres structures. Le titre de votre livre, Les Compromis, il est ambigu. On peut penser effectivement aux compromis qu'on est obligé de faire quand on est dans la politique. On peut penser aussi aux hommes politiques qui seraient compromis, corrompus. Il faut comprendre comment votre titre. Alors, il faut le voir dans les deux sens, c'est une double entendre, donc c'est un peu, on a cherché cette ambiguïté, parce qu'on explore un peu la limite entre le compromis, la compromission, et puis on montre, mine de rien, quand vous avez fini ce roman, alors il ne faut surtout pas le dire aux téléspectateurs, mais vous avez appris à faire une loi européenne, vous avez vu comment ça se fabrique, comment se fabriquent les normes. L'Europe, c'est fait de compromis, c'est de l'eau tiède. Alors non, c'est une machine à produire du consensus. Et quand je vous disais tout à l'heure que ce qui fait une bonne histoire, c'est le conflit, le problème de l'Europe, c'est qu'elle s'est construite à l'abri du conflit, pour des raisons historiques qu'on connaît, mais que du coup, au point de vue narratif, c'est pas très intéressant le consensus. Et donc nous, pour attirer le lecteur
à l'Europe, au décor européen, on a mis du conflit et donc ce meurtre. Alors, on va dévoiler un secret. Avant d'écrire ce livre, quand vous étiez assistant parlementaire, vous aviez fondé avec d'autres un collectif secret qui était baptisé les Grecs, les bas fonctionnaires européens. Et vous publiez une lettre d'information qui était très caustique, très décapante, humoristique sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'était pour dénoncer l'absurde de ces institutions. Alors, je pense qu'on ne voulait pas dénoncer quoi que ce soit, on voulait surtout s'éviter des séances de psy et qu'en 2016, quand on a commencé cette petite lettre d'information, cette espèce de lien qu'on se refilait sous le manteau. Clandestinement, On devait préserver l'anonymat, évidemment, mais c'est pas un acte de rébellion, c'était qu'on n'avait connu que l'Europe qu'en crise, Brexit, crise des réfugiés, crise grecque, crise ukrainienne, et qu'on avait besoin peut-être, c'était une catharsis au fait, d'écrire pour se sentir un peu mieux. Encore une fois, on ne voulait rien dénoncer, mais on avait envie de rire de l'Europe. Parce que je pense que un des problèmes de l'Europe, c'est qu'on n'en rit pas. On a peur de la bousculer. Regardez cette image. C'est une image que vous avez publiée sur votre site. Ceci n'est pas une ville. Vous évoquiez Bruxelles. Bruxelles est une ville surréaliste, capitale de l'Europe ? Oui, c'est la capitale du surréalisme. Je pense que si les institutions y sont, c'est parce qu'on est parfois un peu dans l'absurde. Alors tout est chorégraphié, évidemment, mais oui, non, je trouve que le choix de Bruxelles comme siège des institutions, enfin, il faudrait surtout pas dire ça aux Français, à l'ambassadeur français s'il nous regarde, puisqu'il sait que le siège est à Strasbourg. Mais effectivement, oui, non, je pense que c'est très bien choisi. Ceci n'est pas une ville, effectivement, parce que l'Europe, elle est ici, mais finalement, elle est nulle part. Je vous mets au défi de me dire qui dirige en Europe. Je vous mets au défi de me dire, mais qui est le patron ? Quand on décide en France, par exemple, Emmanuel Macron, alors on peut dire qu'il a trop de pouvoir ou pas assez. Aux États-Unis, c'est pareil pour le président, mais ici, très difficile de mettre le doigt sur qui a le pouvoir. Alors, Maxime Calligaro, vous allez prendre une petite boule surprise. Est-ce que les questions sont toutes les mêmes ? Absolument pas. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une question, c'est une dissertation, puisque vous êtes auteur. Vous avez 45 secondes pour disserter sur la question que vous avez tirée. À quoi ressemblera le Parlement européen le 1er juillet ? Alors, 2019. 2019. Alors, le 1er juillet, les élections seront passées. Politiquement, je ne peux pas vous faire de pronostic, mais je peux vous dire qu'en tant qu'auteur, ça ne va pas être triste. Vous avez Berlusconi qui revient au Parlement européen, enfin qui a décidé d'être candidat. Vous avez Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances. Et alors, chacun, ils ont comme ça, c'est un vrai bon casting. Vous avez le parrain pour Berlusconi. Varoufakis, vous savez, c'est un peu Charles Bronson dans Il était d'une fois dans l'Ouest. C'est Harmonica qui vient pour montrer à la ville corrompue de quel bois il se chauffe. Et puis, vous allez avoir les Gilets jaunes. Vous allez avoir les macronistes, tous ces gens qui sont des novices de la politique, qui vont se retrouver un peu comme des poissons hors de l'eau. Et c'est fascinant, c'est Stephen King qui dit, quand j'écris des personnages, je les mets dans une situation impossible et puis je vois comment ils se débrouillent. Et bien avec les Gilets jaunes et avec les macronistes, ça va être un peu la même chose. Politiquement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais au point de vue narratif, ça va être très intéressant pour un deuxième roman ou pour un film. Maxime Calligaro, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va s'attaquer à ce caprice des dieux. Très bien.